J'avoue que l'accélérationnisme, ça peut sembler assez abstrait, avec sa philosophie d'inspiration scientifique, sa vision basée sur la grande histoire. On s'occupe plus des forces de l'univers que de l'actualité ras des pâquerettes. Et là, on va faire justement l'inverse, on va regarder l'actualité du moment, c'est-à-dire la plainte de Thibaut InShape, deuxième youtubeur de France, contre Usul, youtubeur lui-même aussi, mais d'extrême gauche. Quoi de plus dérisoire pour la marche du monde que cette affaire, franchement, et quoi de plus éloigné, a priori, de la philosophie accélérationniste. Et pourtant, je me suis fait violence, je n'ai jamais regardé ces deux Olibrius, mais finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et je vous promets que vous allez être surpris et que vous allez apprendre des choses. D'ailleurs, comme moi. Donc, on va parler d'auto-accélération, on va faire de l'accélération de l'histoire, on va simuler, en tout cas, l'accélération de l'histoire, et évidemment, je profite du buzz pour tenter d'accélérer ma chaîne. Alors, le programme de la vidéo est simple. Je vais vous expliquer comment moi, je jugerais cette affaire. Si j'étais le juge, comment je jugerais l'affaire entre eux deux. Ensuite, je vous dirai comment je pense qu'un juge de la République jugerait cette affaire. Et ensuite, c'est là où ça va devenir intéressant, on va demander à ChatGPT de juger cette affaire. Et là, vous allez voir que, en fait, on est déjà proche de quelque chose qui tient la route. Et vous allez voir pourquoi ça change tout. Donc il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette situation, et notamment au niveau donc de l'auto-accélération personnelle, dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais que je vais introduire rapidement à cette occasion. Allez, voilà, c'est parti. Quand on dit accélération, en général, on pense implicitement, souvent en tout cas, à l'accélération technologique. Mais en fait, l'accélération, c'est un phénomène global et il y a aussi une accélération sociale. En l'occurrence, YouTube, qui est au cœur des réseaux sociaux, qui sont eux-mêmes au cœur de cette accélération sociale. Alors, de quoi il s'agit et pourquoi je vous parle de cette affaire? Donc la force de YouTube, c'est de capter notre attention. On est face à un phénomène qui n'est pas fondamentalement nouveau. Capter l'attention des autres, ça a toujours existé. Par contre, ce qui est nouveau, c'est de capter l'attention à l'aide d'intelligence artificielle faible, en l'occurrence, mais qui n'en fonctionnent pas moins, et qui sont capables de déjouer ou de profiter, on va dire, de nos mécanismes cognitifs. Donc moi, c'est comme ça d'ailleurs que je me suis fait attraper par l'algorithme de YouTube. J'y étais allé comme ça par curiosité, j'avais regardé 2 vidéos de science et il a vite compris que c'était ce qui m'intéressait et il m'a de suite redirigé sur la chaîne de Science for All et Science étonnante et je suis devenu immédiatement accro en fait. Donc j'ai été arraisonné par YouTube si vous voulez et c'est ce qui s'appelle la captologie. Et l'accélération, l'auto-accélération, le pendant personnel de l'accélération, de mon point de vue, c'est d'être conscient de ces mécanismes et de l'environnement dans lequel on vit pour ne pas en être victime et d'en être plus conscient. Donc en l'occurrence, puisque l'affaire Thibaut versus Usul buzz en ce moment, elle est remontée par contagion sociale, on pourrait dire par accélération sociale, jusqu'à moi, via l'algorithme de YouTube. Alors même que ce n'est pas du tout ma tasse de thé, je ne suis pas abonné à ces chaînes-là, ni à des chaînes qui s'intéressent de près ou de loin au sujet traité par ces deux youtubeurs. J'ai vu comme ça en passant, mais je n'ai jamais regardé leurs vidéos, ou du moins pas en entier. Alors hier, j'avais un moment à tuer, et bon, j'avoue, comme c'est pas très... ça ne demande pas une charge cognitive très importante de regarder ce genre de vidéos, honnêtement, bon, c'est de la distraction, on va pas se mentir, on va pas regarder ce genre de choses pour apprendre quelque chose. Enfin, je dis ça, je suis un peu médisant, parce que bon, il y a quand même du contenu de qualité, il faut pas dire. Bon, ceci dit, j'y suis allé comme ça, par curiosité, un peu par voyeurisme, et quelque part, en fait, ce genre de vidéo exploite nos mécanismes d'interaction ou de gestion sociale. Quand il se passe un conflit, forcément, on est attiré, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est concerné, est-ce qu'il y a des changements dans la société qui pourraient être en cours et au sujet desquels il faudrait qu'on soit au courant. Et parfois même, en fait, ça permet aussi de créer du lien social, de parler du dernier conflit
Bon bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, donc Thibaut InShape, YouTuber fitness, se fait étriller dans cette vidéo par Usul, YouTuber d'extrême gauche. Il le traite de fasciste, de raciste, d'homophobe, de sexiste, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est vraiment assez violent. Et bon ben voilà, Thibaut InShape, c'est quand même... Bon, je le connais pas, mais je pense que c'est un YouTuber qui est pas bien méchant quand même. En tout cas, il essaie de dégager quelque chose de positif, donc je comprends que ça l'ait touché, surtout qu'il est traité d'idiot utile du système. Et donc même si en tant que deuxième youtubeur français, il a plus de 15 millions d'abonnés, je pense qu'il est habitué à recevoir des critiques, il n'en est plus à ça près. Mais là, bon, je comprends qu'il n'ait pas voulu laisser faire. Mais en même temps, je me dis, bon, quand même, est-ce que la justice n'a pas mieux à traiter que ça? Ce genre de cas assez puéril, somme toute. Et je me dis, bon, la justice, c'est quand même quelque chose d'assez procédurier, d'assez lourd. Donc finalement, ça va demander beaucoup de ressources pour pas grand-chose à la fin, parce qu'il va falloir aller vérifier tous les éléments qui sont dits, prendre chaque petite phrase, examiner, oulala, est-ce que ça c'est injurieux ou diffamant? Et puis évidemment, il va falloir payer des avocats, vu que ce sont des youtubeurs assez connus, ils doivent avoir des moyens, donc ils vont se payer des avocats, peut-être des équipes d'avocats. Donc tout ça, ça va mobiliser pas mal de ressources. Et bon, franchement, ça me désole un peu. Mais en même temps, je me mets à la place de Thibaut. C'est pas l'image qu'il veut défendre, mais nous sommes en République française, et donc il n'a pas le droit d'aller casser la gueule à Usul comme on l'aurait fait à l'ancien temps, et puis voilà, ça aurait été réglé. Donc, s'il veut défendre sa réputation ou son honneur, il n'a pas d'autre choix finalement que d'aller en justice. Et quelque part, là, on voit un peu le serpent qui se mord la queue, parce que le système judiciaire se plaint de manquer de moyens, mais en même temps, voilà, il y a tous ces problèmes dont je vous parlais, que c'est extrêmement coûteux de rendre la justice de manière rigoureuse. Et évidemment, la justice ne rendra pas le pouvoir qu'on lui a donné. Elle ne va pas dire, bon ben maintenant, je m'occupe plus de ce genre d'affaires, vous les réglez entre vous à votre manière. Ça n'arrivera pas, sauf révolution sociale, mais bon. Donc c'est un peu, la justice nous oblige à passer par elle, mais en même temps, elle s'oblige elle-même à être rigoureuse, donc tout ça, ça coûte un bras. Et c'est là où je me suis dit, bon ben en fait, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, pour que la justice elle soit moins coûteuse et aussi plus impartiale? Eh bien c'est simple, on va demander à une IA de juger l'affaire. Alors là, j'aurais pu en rester là, mais je me suis dit, tiens, faisons une petite expérience, on va voir si ChatGPT est capable de juger cette affaire et qu'est-ce que ça donne. Et honnêtement, j'ai trouvé ça passionnant. Et je trouve que ça montre qu'on est déjà proche de pouvoir faire un jugement grâce à une IA. Et en plus, tout ça, ça va montrer, ça va révéler pas mal de choses sur la psychologie humaine. Et ça nous intéresse du point de vue de l'auto-accélération. Alors voilà, l'auto-accélération, j'ai pas encore fait la vidéo sur laquelle je travaille. Donc je vais faire une petite introduction très rapide sur le sujet. Donc qu'est-ce que c'est cette histoire d'auto-accélération? Est-ce que c'est juste un coup de rebranding marketing sur du développement personnel ou est-ce que c'est vraiment autre chose? Bon bah oui, en partie c'est du rebranding, du développement personnel, mais pas que. En fait c'est plus vaste, plus complet et selon moi, plus profond. Donc là je vous fais une présentation très rapide, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Donc l'auto-accélération, je la définis comme étant la synergie de 4 domaines, la santé, la finance, le cognitif et le social. Donc si vous accélérez votre vie personnelle au niveau social, l'idée c'est d'avoir des répercussions sur la santé, sur la finance et sur le cognitif. Donc vous améliorez votre réseau social, et ben, vous pouvez rencontrer des gens qui vont vous aider pour vos projets financiers, ou bien qui vont vous aider pour votre développement cognitif, ou bien qui vont vous aider pour votre santé. Si vous êtes en meilleure santé, vous serez plus à même de développer vos finances, votre réseau social et votre développement cognitif. Si vous développez vos capacités cognitives, eh bien, vous pourrez en profiter dans tous les autres domaines. Et si vous développez vos finances, c'est-à-dire votre compte en banque, pour le dire de manière prosaïque, ça va vous aider à vous payer une meilleure santé, à développer votre réseau social et aussi à avoir plus de temps libre pour votre développement cognitif. Donc en fait, il y a une synergie entre les 4 domaines. Et en plus, chaque domaine lui-même peut s'auto-accélérer. Donc là, je ne vais pas en parler maintenant, ça me prendrait trop de temps, mais l'idée c'est ça. Donc c'est vraiment d'utiliser les principes de l'accélération en se basant sur la théorie de l'agentivité. Bon, c'est un peu abstrait, je conçois, mais encore une fois, j'y reviendrai plus tard. Bon, pour l'instant,
Dans le cadre de cette vidéo, on va faire un petit exercice pratique d'accélération cognitive. Et il y a plusieurs manières d'aborder ça, mais dans mon cas personnel, j'utilise le yoga comme outil d'accélération cognitive. Alors je précise que le yoga, ce n'est pas de faire des assouplissements en bord de mer. Le yoga, le vrai yoga, tel qu'il a été défini par Patanjali dans les Yoga Sutras, et c'est la deuxième phrase des Yoga Sutras, c'est mettre fin aux automatismes du mental. En l'occurrence, plutôt que mettre fin, je préfère dire de conscientiser les automatismes mentaux pour les utiliser à bon escient. Et les assouplissements dans le yoga ne servent que dans ce but final de développement cognitif. Finalement, le yoga, je le vois comme l'ancêtre des sciences cognitives appliquées. C'est une science opérative qui a une application concrète, avec bien sûr une théorie derrière. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire du yoga modernisé, si vous voulez, et on va utiliser des principes bayésiens. On va décortiquer donc nos réflexes mentaux, et on va les améliorer. En l'occurrence, puisqu'on parle de justice, on va regarder qu'est-ce qu'un jugement. Un juge rend un jugement, mais nous aussi on fait des jugements, qu'on le veuille ou non, sur les situations qui se présentent à nous. Et là, en l'occurrence, on va juger la querelle entre Thibaut et Usul. Alors, qu'est-ce que c'est l'approche bayésienne des jugements? Ça consiste à dire, et là, je me réfère donc à la théorie de l'agentivité, que nous avons un modèle du monde et un modèle des gens qui habitent le monde. On a un modèle intérieur de l'être humain, si vous voulez, qui façonne nos a priori ainsi que nos réactions. En fait, nos émotions vont découler de la manière dont on perçoit une situation. Cette manière de percevoir la situation, elle découle de notre modèle du monde. Est-ce qu'on pense que le monde est une compétition, que le monde a été créé par Dieu et que le but de l'incarnation, c'est de se rapprocher le plus possible des commandements de Dieu? Est-ce que le monde n'est que matière et finalement nous sommes jetés là dans des situations plus ou moins absurdes desquelles il faut se dépatouiller, etc., etc. Donc il y a tout un tas de croyances sur le monde qui vont colorer notre lecture des événements et qui vont quelque part influencer réellement, hein, c'est pas du virtuel ce que je dis, ça va influencer nos émotions. Si on se met en colère face à une situation, c'est parce qu'on estime qu'elle est injuste, et si on estime qu'elle est injuste, c'est parce qu'on a bien une vision a priori de ce que devrait être le monde juste. Donc, qu'est-ce que nous dit Bayes? Bon, c'est une théorie mathématique qui est appliquée en physique, mais qui est très intéressante du point de vue psychologique, si vous voulez. Et là, on est dans du yoga concret, pas dans des assouplissements en vue de démonter ces mécanismes mentaux. Là, on est dedans, directement. Donc, ce que nous dit Bayes, et l'observation de votre esprit, c'est que peu importe la situation, on a des croyances a priori sur la situation. Et ensuite, on est face à la situation elle-même. Et l'idée, c'est de pouvoir, d'être capable, en fait, consciemment, donc tout le but du yoga, c'est d'utiliser ses capacités cognitives de manière consciente. La méditation, en dernier ressort, c'est ça, c'est observer les mécanismes de son cerveau, les déconstruire, si vous voulez, pour ensuite les utiliser à bon escient. Et là, en l'occurrence, donc, on observe notre modèle du monde, et ça ne veut pas dire qu'on va l'éliminer, ce modèle du monde, on en a forcément un, et on en a forcément besoin d'un pour agir. Donc, quand on est confronté à une situation, on met à jour notre modèle du monde en fonction de la situation et de nos croyances préalables. Ça veut dire concrètement que on ne va pas faire bouger nos croyances pour être complètement en adéquation avec ce qu'on observe, parce qu'il y a toujours une part d'interprétation, mais en fait, on va se mettre un petit peu au milieu. En général, en fait, on fait bouger un petit peu ses croyances. On ne les fait pas bouger autant que sur ce schéma-là. Là, c'est du bayésianisme où, en fait, on devient trop instable. Si à chaque fois qu'il y a une situation, on se met à revoir toutes nos croyances, c'est pas gérable. Donc ce qui se passe, par exemple, on peut avoir, je vais être très prosaïque, hein, vous me passerez le langage, mais c'est pour que ça parle à tout le monde, on peut avoir l'idée que telle personne est un con. Ouais, je l'aime pas, sa tête elle me revient pas. Bah, plutôt que de se dire, donc ça c'est la croyance non bayésienne, il n'y a pas de nuance. Donc maintenant on va rajouter des nuances, et le fait de rajouter des nuances, ça va permettre de les faire évoluer ces nuances. Alors là, je vais utiliser un langage un peu mathématique qui peut déplaire à des gens, mais en fait, ce que je vais dire, c'est très intuitif. Donc plutôt que de se dire c'est un con, on va se dire c'est 80% un con. De sorte que, une fois qu'on a été confronté à la personne, ou qu'on a pu l'observer faire, on va pouvoir se dire après, ah bah finalement, j'avais bien raison, en fait, c'est même plus que 80%, c'est 90%, il est con à 90%. Ou alors, à l'inverse, on va se dire, ah bah finalement, maintenant que je comprends mieux un peu
sa situation, son système de pensée, bah finalement je me dis non, lui-même il ne doit pas se voir comme un con, ses amis ne le voient pas comme un con. Mais bon, moi j'ai quand même parti qu'il était à 80% con, donc je vais passer à 70% ou à 60%. Et puis petit à petit, comme ça, si je suis reconfronté à d'autres situations, je peux continuer à faire évoluer mes croyances. Et peut-être qu'un jour, je vais me dire, ah bah finalement, non, finalement, je l'aime bien, il n'est pas si con que ça, en fait. Donc voilà, plutôt que de penser c'est vrai ou c'est faux, on va nuancer ça en disant c'est probablement vrai à 90%, j'ai toujours une part d'incertitude. Par exemple, est-ce que l'homme a marché sur la Lune? Bon, ben, en fonction de mes a priori, si j'ai confiance dans le gouvernement, donc c'est un a priori, si j'ai confiance dans l'histoire officielle, ben mon a priori c'est que oui, à 99% c'est vrai. Si après un jour je rencontre une vidéo qui dit sur internet, ouais mais il y a un problème avec la ceinture de Van Allen, on ne sait pas la traverser, il y a des radiations dans l'espace, en fait, à l'époque ils n'avaient pas de quoi protéger les vaisseaux spatiaux, c'était trop dangereux, donc en fait ils n'y sont pas allés. Bon. Et bien là, je vais peut-être réviser et me dire, j'ai passé à 98%. Bon, bah, c'est juste une info parmi beaucoup d'autres. Ou alors, je suis très convaincu par cette information et je vais me dire, bon, ben en fait, je ne sais pas trop, là, je suis à 50-50. Et ça évite l'écueil d'être toujours dans le, mais non, c'est sûr, on est allé sur la Lune, ou, mais non, t'es trop con, on n'est pas allé sur la Lune, t'es trop naïf face au gouvernement qui nous manipule, etc., etc. Et c'est des discussions où on s'en sort pas. Parce qu'en fait, on n'a pas conscience de tous les a priori qu'il y a derrière. Mais les a priori, il ne faut pas les enlever, ça n'existe pas de ne pas avoir d'a priori. C'est pas possible. Donc ce qu'il faut faire, c'est apprendre à les faire évoluer, apprendre à réviser notre jugement. Donc on a un jugement a priori sur une situation, et ensuite, quand il y a des nouvelles informations qui se présentent, on a un jugement a posteriori. Donc ça, c'est le raisonnement bayésien, et c'est ce qu'on va faire ici, dans cette situation. Alors, là, la vidéo, je l'ai préparée à l'avance, donc je vais vous dire comment je l'ai vécu, moi, avant d'avoir fait le procès avec ChatGPT. Parce que ça a modifié mes croyances a priori, d'avoir tenté cette expérience. Donc, quand je vais vous dire mon jugement a priori, bah, c'est celui que j'avais au début, il faut que vous me fassiez confiance. Alors, on y va. Comment moi, j'aurais jugé cette affaire, sachant que j'ai des a priori, je ne vais pas m'en cacher. Mes a priori, vous les connaissez déjà en partie, puisque j'ai une chaîne sur l'accélérationnisme. Donc, je suis accélérationniste. Et comme je m'intéresse à l'auto-accélération, forcément, je suis aussi partisan de l'accélération personnelle au niveau physique. En l'occurrence, j'enseigne les arts martiaux, donc je suis favorable à une certaine culture physique. Donc, vous avez compris que j'ai un biais envers Thibaut Inchep, de toute évidence. Alors je vous disais, le bayésianisme, on assume d'avoir des a priori sur une situation. Peut-on faire autrement? Est-ce qu'on pourrait se dire, ben non, je vais faire en sorte de ne pas avoir d'a priori. Mais ça signifierait quoi exactement? J'ai pas le temps d'aller voir toutes les vidéos de Thibaut InShape. J'ai pas le temps d'aller voir toutes les vidéos de Usul. Donc forcément, j'ai un jugement a priori. Et de toute manière, même si je regardais toutes ces vidéos, je n'aurais qu'un jugement sur le personnage public. Ça ne voudrait pas dire que je connais Thibaut InShape dans sa vie privée, ni Usul dans sa vie privée. Il faut une vie pour connaître quelqu'un. Et même si je faisais cet effort, ça ne veut pas dire non plus que j'apprécierais forcément un personnage ou l'autre. Peut-être que je découvrirais des choses qui me plaisent et d'autres qui ne me plaisent pas. Ne pas avoir de jugement a priori, non seulement c'est pas possible, mais en plus, ça ne veut pas dire avoir un jugement favorable. On peut très bien avoir un jugement défavorable a posteriori sur une personne. Je dis tout ça parce qu'on a tous des préjugés qui découlent de notre modèle du monde. Et comme je vous l'ai dit, on est obligé d'avoir un modèle du monde pour prendre des décisions dans la vie. Et en plus, peu importe, parce que de toute manière, on ne peut pas connaître à 100% une personne, on ne se connaît même pas nous-mêmes à 100%. Donc je dis tout ça parce que le mot préjugé est vilipendé de nos jours. On dit qu'il ne faut pas avoir de préjugés. Mais en fait, ne pas avoir de préjugés, c'est tout simplement détruire son intelligence. Donc évidemment, vous vous doutez bien que moi, je ne suis pas pour la destruction de l'intelligence. Donc l'autre manière de gérer ces préjugés, c'est ce que je viens de vous expliquer, le bayésianisme. Donc là, je reprends 2 minutes mon schéma. Thibaut InShape. Mes a priori sur lui. Et vu que de toute manière, je n'ai vu que la vidéo d'hier à son sujet, mes a priori n'ont pas beaucoup changé, je vous le dis tout de suite. Donc mes a priori, c'est qu'il est très bon ici, côté sport et côté santé. C'est
c'est son fonds de commerce, très bien. Et il est aussi très bon du côté social. En fait, même, il est naturellement bon du côté social. C'est pour ça que sa chaîne, elle a eu autant de succès, je pense. Et de ce que j'ai appris en écoutant des commentaires de son affaire, il n'était pas doué du côté santé. En fait, il a été agressé à la batte de baseball. Et il a décidé de se mettre à la muscu en réaction à cette situation, pour se redonner confiance en lui, j'imagine. Donc en fait, et après, de ce que je connais de lui, Thibaut InShape n'a pas, entre guillemets, accéléré sa vie au niveau ni de la finance, ni au niveau cognitif. Il est comme il est. On va dire, il est moyen, entre guillemets. Donc il avait à la base, je pense, il est doué dans ce domaine-là, l'accélération sociale, et il a développé l'accélération personnelle au niveau de la santé, donc au niveau physique. Il s'est mis au bodybuilding, et là, en ce moment, il a décidé de devenir boxeur en 2 ans. Donc Thibaut InShape, d'une certaine manière, s'est accéléré lui-même. Il a fait de l'auto-accélération. Sans le savoir, évidemment. Je m'approprie un peu sa démarche. Mais je la partage. C'est juste que j'essaie d'établir un cadre pour une accélération plus globale et plus équilibrée au niveau personnel. Bon bref, ensuite, donc il y a Usul. Lui, Usul, il n'est pas dans l'accélération personnelle, visiblement. Il s'intéresse plutôt, lui, à la décélération et au niveau social. Alors là, il me faudrait un autre schéma, parce que ça, c'est un schéma au niveau personnel, il faudrait un schéma au niveau de la société, et ici, on parlerait plutôt au niveau social des institutions. Et donc Usul, lui, on va dire que c'est plutôt un décélérationniste. En fait, il veut mitiger les effets du capitalisme, donc il veut décélérer le capitalisme pour des raisons de justice sociale. Bon, j'espère ne pas trahir la pensée d'Usul, puisque, encore une fois, je répète, ce sont des jugements a priori de ma part. Et a posteriori, d'après ce que j'ai écouté de lui, ça correspond aussi. D'ailleurs, Usul est marxiste, et on peut dire que le marxisme consiste à étudier les effets sociaux de l'accélération. Alors à l'époque, il ne parlait pas d'accélération, il parlait de capitalisme, mais je pense que c'était très proche, d'autant plus que Nick Land, le père de l'accélérationnisme, si je ne dis pas de bêtises, vient de l'école marxiste, puisqu'en fait il a étudié Deleuze et Guattari, qui eux-mêmes étaient des philosophes néo-marxistes. Bon, faudra vérifier, toutes les écoles de philosophie, il y en a tellement, je m'y perds un peu, mais bon bref, c'est pas hyper important, mais dans l'idée en tout cas, ici on a un accélérationniste au niveau personnel, et ici on a un décélérationniste au niveau social. Donc bon, forcément, c'est sûr, ça va clasher. Alors, comment je jugerai cette affaire en tant qu'accélérationniste? Donc là, je vais dézoomer, je vais prendre du recul sur l'histoire. Aujourd'hui, donc, on est dans une société démocratique, libérale, ou en tout cas qui se prétend démocratique et libérale. Mais il n'y a pas si longtemps que ça en arrière, quand il y avait des conflits comme ça d'honneur, d'insultes, ça se réglait au duel. Et d'ailleurs, les duels étaient tellement courants en France qu'ils ont été interdits parce que ça décimait l'aristocratie. Donc aujourd'hui, Usul, en fait, il peut se permettre d'être aussi acerbe et virulent envers Thibaut InShape parce qu'il est caché derrière un écran. Il ne le côtoie pas dans la vraie vie, il ne le croisera pas dans la vraie vie. Et en plus, il y a l'État qui le protège. Et en plus, on pourrait aussi rajouter les effets tribaux liés... Alors ça, c'est nouveau par contre. C'est lié à l'époque dans laquelle on vit, donc qui a été accélérée par rapport à celle du Moyen-Âge. Donc il y a des effets tribaux derrière, des communautés virtuelles, si vous voulez, et a priori, notez bien le mot, la tribu de Thibaut InShape, la tribu InShape, est bienveillante, puisque Thibaut InShape lui-même est très bienveillant dans son discours. Donc pour moi, Usul, il fait quoi dans sa vidéo? Il fait du pseudo-journalisme. Il n'y a qu'à écouter son discours. Il a choisi une thèse a priori, c'était que Thibaut InShape était une sorte de crypto-fasciste ou de micro-fasciste, ou un idiot utile du fascisme. Je ne sais pas lequel est le pire des trois, mais bon. Il lui fait un procès d'intention au final, et il prouve sa thèse en sortant, en choisissant des extraits et en les sortant de leur contexte. Bon, ben honnêtement, c'est déontologiquement minable. Ce qu'il a fait, c'est abject. Il a fait un homme de paille. Ça s'appelle un homme de paille, donc il a caricaturé, si vous voulez, Thibaut InShape, mais caricaturé dans le mauvais sens. Donc du point de vue bayésien, Usul, il a fait quoi? Il est parti de son préjugé, il n'a pas cherché à le rapprocher de la vérité, il a fait un post-jugé pire que son préjugé, donc il a réduit
son préjugé sur Thibaut InShape, parce que quand il a fait son enquête, forcément, il est tombé sur toutes sortes de contenus. Il a bien vu que Thibaut InShape, c'était pas un mauvais gars, mais il a choisi que les pires morceaux pour faire sa vidéo et pour défendre sa thèse. Donc en fait, il a fait un post jugé réducteur et déshumanisant. Donc pour moi, de mon point de vue, accélérationniste, si vous voulez, donc je pourrais aussi me mettre à la place d'Usul et me dire, certes, je n'ai pas été déontologiquement au mieux de ma forme, mais en même temps, il y a une casse sociale qui est telle en ce moment qu'il faut s'en prendre à tous les éléments qu'on peut trouver qui participent à cette casse sociale. Donc quand quelqu'un comme Thibaut InShape, qui est très connu, encourage par son comportement certaines institutions, puisque Thibaut InShape a fait des vidéos avec la police, l'armée, tout ça, donc alors que Usul, il est absolument contre ces institutions. Donc forcément, autant charger la mule, dans le but de contrebalancer et de rendre justice, entre guillemets, pour défendre les opprimés. Donc je pourrais essayer de me mettre à la place d'Usul et ça donnerait quelque chose comme ça. Ceci dit, je reste sur ma position, ce qu'il a fait, c'est pas du journalisme, et c'est abject, et ça empire la situation plutôt qu'autre chose. Parce que lui-même aurait pu faire un effort de compassion. Donc si je devais juger l'affaire, pour moi, ce serait condamnation, évidemment. Et à quoi je le condamnerais au juste? Est-ce que je le condamnerais à un dédommagement, à faire amende publique, amende honorable publique? Non. Moi, je le condamnerais à faire un stage. Si j'étais dans un bon jour, je le condamnerais à faire un stage d'une semaine ou d'un mois avec Thibaut InShape, parce que ça lui ferait pas du mal. Et en plus, il verrait le personnage dans la vie réelle tel qu'il est réellement. Et si j'étais dans un mauvais jour, je le condamnerais à un combat de boxe ou de MMA contre Thibaut InShape, pour lui donner une bonne leçon. Voilà, donc ça c'est le jugement populaire. Maintenant, on va passer à comment est-ce que l'IA jugerait cette situation. Mais juste avant, je vais vous dire comment je pense qu'un juge jugerait cette situation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un pari bayésien. C'est-à-dire que je vais parier, alors c'est un pari intérieur, hein, c'est un pari que je fais avec moi-même. Bon, on peut faire des paris avec des gens si ça vous amuse, mais l'idée là, c'est que je vais parier sur une situation pour voir si mon modèle du monde est correct et pour savoir si je dois le réviser ou pas. Donc là, en l'occurrence, je vais essayer de deviner ce qu'un juge de la République déciderait à propos de cette affaire. Je le fais a priori, avec les éléments dont je dispose actuellement, et je verrai plus tard, quand le jugement sera rendu, s'il est rendu public, est-ce que je m'étais trompé ou pas. Donc ici, il faut faire preuve de beaucoup d'empathie, il faut être capable de se décentrer de soi-même. Donc là, on est en plein dans les exercices que font ce que j'appelle les vrais yogis, pas les yogis spectacles qui font des étirements et des concours de souplesse, mais les vrais yogis qui travaillent sur leur mental, sur leur cognition. Donc là, il faut faire preuve d'empathie cognitive. L'empathie cognitive, c'est pas de me mettre à chialer avec Thibaut InShape ou de partager le ressentiment d'Usul, ou disons le sentiment de rendre justice comme le ferait Usul. Non, l'idée, l'empathie cognitive, c'est se mettre à la place d'une personne et adopter sa perspective. Pas ses émotions, sa perspective. Donc un juge, c'est quoi? Donc déjà, il faut se poser la question, se mettre à la place de ce que c'est un juge, se mettre à la place d'une personne qui est représentant de l'État, qui arrive dans un tribunal, donc il y a toute une solennité, vous faites pas ce que vous voulez, vous représentez une institution, et plus que ça, vous représentez l'idée de la justice. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez, vous pouvez pas faire n'importe quoi, vous êtes obligé de mettre un peu vos sentiments de côté. Ceci dit, il faut quand même rendre un jugement à la fin, ceci dit, vous êtes quand même un humain avec ses biais à la fin, donc comment on fait pour avoir le jugement le plus neutre possible, le plus impartial possible? La justice est aveugle. Donc on essaie déjà d'appliquer la même loi à tous. C'est un peu le principe de base de l'état de droit. Mais ça suffit pas, parce que vous allez vous retrouver dans des situations qui sont souvent très ambiguës, et en plus, il peut y avoir des dilemmes moraux que vous devez trancher. Donc, pour résoudre ces situations, il faut une hiérarchie des normes du droit. Vous m'excuserez, j'ai une petite extinction de voix, mais je vais quand même finir la vidéo. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'objectif du juge, en fait, il est assez simple. En tout cas, là, je vous parle de ma compréhension des choses, de mes a priori sur comment fonctionne la justice.
Et j'en ai parlé avec des gens de la loi, c'est eux qui m'ont expliqué ça. Hein. C'est pas moi qui sors ça de mon chapeau. Donc, l'idée de la justice, c'est d'équilibrer les libertés individuelles avec la paix sociale. C'est très important. Donc, la République, son objectif, je redis, c'est équilibrer les libertés individuelles avec la paix sociale. Et donc, en l'occurrence, un juge, je pense que son a priori à lui, dans la situation, c'est qu'il percevra Usul plutôt de manière favorable, puisque finalement Usul défend lui aussi la paix sociale. En tout cas, c'est ce qu'il prétend faire. Il prétend défendre une justice sociale en luttant contre les inégalités. Et Thibaut InShape, visiblement, lui, il est plutôt dans la compétition entre individus, se dépasser soi-même, mais ça crée des inégalités, qu'on le veuille ou non. Donc pour moi, le juge, il va plutôt se ranger du côté d'Usul et il se prononcera pour une relaxe. Et on verra après, plus tard, quand l'affaire sera jugée, ce qu'il en sera. Et là, on va voir maintenant ce que l'IA va juger. Alors on y va. Comment je me suis pris et qu'est-ce que ça a donné quand j'ai demandé à ChatGPT de juger cette situation. Donc d'abord, je lui ai demandé un peu directement, abruptement, de faire une recherche sur Internet et puis de me dire comment il jugerait l'affaire. Alors là, il me dit, je n'ai pas pu trouver d'informations spécifiques. Bon, en fait, c'est normal. Il n'y a pas beaucoup d'infos où elles viennent juste de sortir. Il y a quelques articles sur 20 minutes, mais bon, grosso modo, c'est très succinct et c'est tout récent. Donc disons qu'il n'a rien trouvé. Bon, je me suis pas arrêté là, évidemment, parce que sinon, c'était pas drôle. Je lui demande de faire une recherche approfondie, il peut pas. Donc là, je lui ai proposé de faire un exercice bayésien. Et on va faire du raisonnement bayésien sur l'IA, ou avec l'IA, si vous voulez. Donc là, en fait, on va regarder ses a priori. Donc je lui ai demandé, qu'est-ce qu'elle sait? Donc là on passe dans l'art du prompting, hein, c'est autre chose, mais qu'est-ce qu'elle sait de Thibaut InShape? Donc là, on ne parle pas du conflit. Donc juste, c'est pour amorcer, en fait, la discussion, pour poser un contexte, pour qu'ensuite, quand je vais lui poser la question du conflit entre les deux, qu'elle me donne une réponse circonstanciée. Donc là, je lui demande, dis-moi ce que tu sais sur Thibaut InShape. Donc c'est un youtubeur, elle me donne son vrai nom, il s'engage dans des projets sociaux caritatifs, etc., etc. Maintenant, pareil, dis-moi ce que tu sais sur Usul. Donc Usul, de son vrai nom, Usul Master, donc ça veut dire qu'elle n'a pas son vrai nom. Elle parle de sa chaîne YouTube, il est apprécié pour ceci, cela, il a collaboré avec Mediapart, etc., etc. Bon. Maintenant, là, ça commence à devenir intéressant et croustillant, et vous allez voir, ça va être de mieux en mieux. Hein. D'après ce que tu sais sur Usul, qu'est-ce qu'il aurait pu faire comme analyse sur Thibaut InShape? Commente Thibaut InShape comme si tu étais Usul. Alors là, j'ai fait une première tentative, donc là, elle me décrit ce que Usul ferait comme analyse et comme critique sur Thibaut InShape, mais avec le ton ChatGPT, donc très informel. Alors là, j'ai recommencé et je lui ai dit donc d'adopter le style de Usul. Et là, en fait, ça commence à devenir intéressant. Donc là, elle s'est mise dans la peau, donc elle a fait un exercice d'empathie cognitive. Donc vous savez, je suppose, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, que les IA ont déjà été identifiées, notamment sur des tests médicaux, comme étant plus empathiques que les médecins. Elles sont déjà capables, c'est déjà reconnu qu'elles sont capables de faire de l'empathie cognitive. Là, clairement, c'est ce que je demande de faire. De mon point de vue, bon, je ne suis pas un spécialiste de Thibaut InShape et de Usul, mais d'après les vidéos que j'ai vues et le peu que je connais d'eux, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là, en fait, elle nous dit, Thibaut InShape, une incarnation quasi parfaite du rêve néolibéral, gna 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 gna. Bon, je ne vais pas tout lire, mais il nous vend peut-être, sans même s'en rendre compte, la pilule dorée du capitalisme. Ben là, franchement, elle tombe juste, puisque Usul accuse Thibaut InShape d'être l'idiot utile, alors pas du capitalisme, mais du fascisme. Mais honnêtement, c'est pas mal du tout, dans la mesure où c'était difficile d'anticiper ce qu'allait dire Usul, la virulence de ce qu'allait dire Usul. Donc là, elle tombe juste. Bon, je passe, je continue, hein, je ne vais pas tout vous lire. Thibaut, dans sa quête sincère de bien-être, ne serait-il pas, malgré lui, le vecteur d'une idéologie qui prêche l'autonomie individuelle, tout en masquant les structures de pouvoir, les inégalités socio-économiques, qui rendent cette quête inégale, voire illusoire pour le commun des mortels. C'est pas ce qu'a dit Usul, mais franchement, je pense qu'il ne renierait pas cette phrase. Et que dire de la marchandisation du bien-être, etc., etc. Et la solidarité, la justice sociale peuvent-elles se résumer à des challenges sportifs
ou des opérations caritatives ponctuelles, ou exige-t-elle une remise en question plus profonde des fondements même de notre société? Alors voilà, ça c'est les a priori de ChatGPT sur ce qu'aurait dit Usul à propos de Thibaut InShape. En fait, elle a, je ne sais pas comment le dire en français, elle a man-stylé, elle a l'homme de fer, en fait, quand quelqu'un propose un argument, de man-styler l'argument, ça veut dire on renforce l'argument pour pouvoir ensuite encore mieux le démonter. Mais là, en l'occurrence, elle a proposé une version plus posée, plus nuancée de la critique qu'a faite Usul à propos de Thibaut InShape. Le fond, grosso modo, c'est le même, mais par contre, la forme est beaucoup mieux, honnêtement. Si la critique d'Usul, ça avait été ça, je pense que Thibaut InShape ne lui aurait rien reproché. Ceci dit, ça aurait fait moins de vues. Donc là, on est un peu dans les contraintes imposées par les réseaux sociaux. Et justement, l'idée du yoga dans le sens où je vous disais de déjouer les pièges cognitifs, et ben là on est en plein dedans. Essayez de ne pas tomber dans ce genre de piège, il faut déjà en être conscient. Donc là, ça commence à devenir très intéressant. Et là, je lui ai demandé, donc si tu étais Thibaut InShape, que répondrais-tu? Et donc, cette fois-ci, je ne fais pas la même erreur, je lui ai dit d'adopter le style de Thibaut InShape. Bon, vous m'excuserez, je ne ferai pas l'intonation de Thibaut InShape, je vais me contenter de lire. Eh bien, les amis, il semblerait qu'on ait tapé dans l'œil d'Usul avec une petite analyse façon fitness et capitalisme. Alors, c'est parti, on va répondre avec la patate, toujours en mode positif, parce que c'est comme ça qu'on avance. Bon, pareil, je passe. Alors là, il parle de l'auto-amélioration, ça m'a fait rigoler, parce que moi, je parle d'auto-accélération, mais quelque part, c'est très proche sémantiquement, et dans la pratique, ça se rejoint pas mal. Donc je lis quelques passages pour vous donner une idée. Si le chat, je le mettrai en lien, donc vous pourrez y accéder si vous avez envie de lire tous les détails et de vérifier si vous connaissez bien Usul et Thibaut InShape. Si vous voulez vérifier tout ce que je dis, ce sera le lien est en commentaire, vous pourrez aller voir tout ça. Donc, on n'est pas là pour dire que tout le monde doit être pareil, avec les mêmes muscles ou le même régime. Au contraire, on célèbre la diversité et l'individualité. Chacun son rythme, chacun ses objectifs. L'important, c'est de se lancer, de se battre pour soi, tout en restant bienveillant avec les autres. Bon, honnêtement, j'ai écouté la vidéo de réponse de Thibaut InShape. Moi, je trouve que ça colle parfaitement avec son discours. C'est pas pile poil les mots qu'il aurait utilisés, mais c'est franchement très proche. Hein. Donc là, on voit une capacité d'empathie cognitive qui est, je vais oser le mot, hein, surhumaine. Hein. Honnêtement, oui, certainement, il y a des gens qui savent faire ça, mais là, on est déjà, c'est le faire avec toutes les personnes qui ont laissé suffisamment de traces sur Internet. Elle est capable d'adopter leur style, de se mettre à la place d'Usul, à la place de Thibaut InShape qui répond à Usul, elle a simulé tout ça. Donc là, moi, je trouve que c'est assez bluffant, fascinant, et même un peu flippant. Et vous allez voir après les conséquences de tout ça. On va bien sûr, à la conclusion de cette vidéo, réfléchir aux implications de tout ça. C'est là où ça va devenir encore plus intéressant. Donc je finis la lecture de la partie Thibaut InShape, parce qu'à la fin, c'est ça qui compte, être fier de soi, de son parcours, et avoir à sa petite échelle contribué à rendre le monde un peu meilleur. Allez, on lâche rien, et surtout on garde le sourire, c'est parti la team. Bon voilà, je trouve que c'est vraiment, ça colle au personnage. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, je vais pas monter les détails de la tambouille, mais j'ai pris les vidéos, j'ai pris le transcript des vidéos, j'ai demandé à une autre fenêtre de ChatGPT de résumer ce que disait Usul et de résumer la réponse de Thibaut, tout en conservant le style et le fond. Donc voilà, je lui ai fourni les deux résumés, j'ai mis des prompts similaires, donc l'idée, c'est pas pour moi, c'est vraiment de jouer le jeu, de ne pas biaiser ChatGPT pour pencher d'un côté ou de l'autre. Donc je lui ai filé les deux résumés qui ont été construits avec le même prompt. Et maintenant, je lui demande de juger. Donc ici, je lui dis, je veux que tu incarnes le juge qui va traiter cette affaire, je veux que tu me dises comment tu jugerais cette affaire d'après le droit français, et la punition que tu donnerais en cas de culpabilité, ou bien si tu estimes qu'il y a relax. Et d'expliquer comment elle justifie son jugement. Voilà, donc vous voyez, je n'ai pas essayé d'influencer dans un sens ou dans l'autre. On va regarder ce qu'elle nous répond. Alors, elle nous dit, bon, je passe les détails.
Donc sa réponse, en tant que juge traitant cette affaire dans le cadre du droit français, etc. etc. Donc elle analyse, elle fait un résumé du résumé de Thibaut InShape et de Usul. Elle rappelle le cadre légal, et là elle nous dit, est-ce qu'il y a diffamation ou injure? Bon, il faudrait déterminer si les propos tenus par Usul s'attachent à des faits précis, etc., etc. Contexte et intention, il faudrait déterminer, ça serait crucial de déterminer l'intention et l'impact des propos. Bon, en fait, voilà, et c'est ici qu'elle nous dit. Donc, s'il y a diffamation avérée, alors ça pourrait inclure, la condamnation pourrait inclure des dommages et intérêts avec l'obligation de publier un démenti ou une correction. J'ai trouvé ça, ça colle avec ce que je sais de la justice, de ce qu'elle pourrait demander. Et ici, en cas d'injure, c'est assez proche. Bon, ceci dit, et bien sûr, il pourrait y avoir aussi relax. Ceci dit, j'étais pas très content parce que je me suis dit, ouais, bon, d'accord, mais moi, je t'ai demandé ton jugement. Je t'ai pas demandé juste de faire une analyse des différents jugements possibles. Alors là, j'ai insisté, je lui dis, est-ce que, d'après les éléments dont tu disposes, il y a diffamation ou pas? Et là, vous allez voir, c'est encore plus intéressant. Diffamation, le résumé d'Usul critique fortement Thibaut InShape, mais le fait de qualifier quelqu'un d'idiot utile ou de discuter de ses opinions et de ses actions publiques tombe davantage sous le coup d'une expression d'opinion ou d'un commentaire critique sur des comportements et des valeurs perçues plutôt que sur l'imputation de faits précis et vérifiables comme faux. Donc là, pour qu'il y ait diffamation, il aurait fallu que Usul dise que Thibaut InShape est sexiste, donc ça c'est pas de la diffamation, mais par contre s'il avait dit il a abusé de telle personne, là ça pouvait être de la diffamation. Et ce n'est pas le cas dans la vidéo, donc il a été très prudent de ce côté-là. Est-ce qu'il y a injure maintenant? Bien que le ton d'Usul soit sévère et potentiellement dévalorisant, il semble s'inscrire dans le cadre d'une critique sociale et politique visant les idées et les comportements publics de Thibaut InShape, plutôt que de constituer une attaque personnelle gratuite. Alors là, j'avoue, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas. Et je trouve que l'argument, il se tient. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais j'aurais pas pensé à cet argument. Donc là, par rapport à mes a priori, vous vous souvenez, je vous avais dit, d'après moi, le juge, il va prononcer une relaxe. Donc effectivement, ChatGPT me dit la même chose. Sur la base de ces éléments, je serais enclin à conclure qu'il n'y a ni diffamation, ni injure selon la définition stricte du droit français. Donc j'avais la bonne conclusion, mais pas pour les bonnes raisons. Et ça s'appelle un cas de guettier, si vous voulez regarder en philosophie. Quand on a raison pour des mauvaises raisons, ça s'appelle un cas de guettier. Bon, peu importe. Là maintenant, on va s'amuser encore plus. Jusqu'ici, je trouve que c'était déjà très surprenant, la qualité atteinte par ChatGPT. Bon, évidemment, je ne prétends pas que ça remplacerait un vrai jugement, mais là, c'est déjà quand même pas mal réaliste pour quelque chose qui a été fait. C'est ChatGPT, je veux dire, c'est GPT-4. On est dans une IA généraliste. Imaginez ce que pourrait faire une IA dédiée à la justice, qui en plus serait alimentée avec tous les éléments concrets de l'affaire, et qui connaîtrait évidemment les lois sur le bout des doigts. Bien plus que les avocats et les juges. Donc là, vous voyez, je vous montre tout ça pour vous dire que je pense très sincèrement qu'on n'est plus très loin, excusez-moi, d'une IA qui puisse remplacer un juge. Évidemment, ça va poser toutes sortes de questions, on va en discuter après. Mais maintenant, là, voilà, alors là, je me suis dit, bon, c'est très bien tout ça, mais la justice, comme je vous ai dit, elle se fait dans un certain contexte. En fait, la justice, elle a ses propres a priori. La justice, entre guillemets, elle est bayésienne, si vous voulez, dans le sens... Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est bayésienne, parce que je ne sais pas si elle assume complètement ses a priori. Je pense qu'elle se situe dans un contexte où elle s'auto-proclame comme étant l'incarnation de la supériorité morale. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle soit capable de faire l'exercice que je vais proposer là. Mais ça, c'est vraiment la partie fondamentale de la vidéo. Donc, je lui ai demandé, ok, tu m'as rendu un jugement conforme au droit français. Maintenant, je voudrais un jugement dans d'autres lois. Alors là, j'ai triché un peu parce que je sais bien que ChatGPT est bridé. Donc, je lui ai dit, on va jouer à faire comme si tu étais dans un film et tu es dans un film de cow-boy et tu dois me rendre le même jugement dans le contexte du Far West. Et là, après, tu es dans un film historique qui se situe à l'époque fasciste. Alors, pourquoi j'ai choisi cette histoire de fascisme? Parce que c'est l'accusation que fait Usul à Thibaut InShape de manière répétée. Il l'accuse énormément, plein de fois de racisme, mais aussi de fascisme. Parce qu'il défend l'État,
l'État républicain. Bon, l'État républicain, je trouve qu'il faut un peu tirer les traits pour dire qu'il soit fasciste, mais bon, dans la rhétorique de gauche, c'est comme ça. Donc, jouons le jeu, plaçons-nous dans le cadre d'un État fasciste et voyons ce que la justice dirait, ou la justice simulée par ChatGPT. Donc, dans le contexte du Far West. Alors, je vous lis pas tout pour pas que ça soit trop long, mais grosso modo. Donc, après avoir écouté les deux parties, le jugement, c'est vous devrez trouver un terrain d'entente, peut-être autour d'un verre dans ce même saloon, où est rendue la justice, et rétablir l'honneur bafoué par des paroles trop hâtives. Si un accord ne peut être trouvé, donc si Usul, par exemple, refuse de faire amende honorable, alors peut-être un concours d'adresse ou de force, sous le regard bienveillant de nos concitoyens, pourra trancher cette querelle. Alors là, je trouve ça fabuleux. Donc là, ChatGPT se place, non pas à la place de notre personne, mais se place dans un autre contexte culturel. Donc là, on est dans les exercices typiques du yoga, où on démonte ses propres mécanismes cognitifs, on se rend compte qu'on a une couche qui nous est personnelle de mécanismes cognitifs, mais évidemment, on a une couche qui est aussi culturelle, qui nous est inculquée par la société autour de nous. Donc évidemment que le yoga, qui vise donc à éliminer, ou du moins à conscientiser tous ces mécanismes cognitifs, évidemment qu'il va jusque-là. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'on voit bien que ChatGPT est capable de faire ce genre d'exercice. Donc, finalement, elle pourrait nous aider, on peut utiliser ChatGPT ou les IA d'une manière générale pour nous aider à faire ce genre d'exercice de souplesse cognitive. Mais évidemment, je ne vais pas anticiper sur la fin, mais on pourrait aussi faire l'inverse. Bref, donc là, jugement dans le Far West, si Usul refuse de s'excuser, épreuve de force ou d'adresse. Donc l'épreuve d'adresse, je ne sais pas, ça pourrait être lancer de couteau, planter des couteaux à côté, autour de la personne en face. Donc il peut y avoir toutes sortes de choses marrantes à faire. Bon bref. Maintenant dans le contexte fasciste. Alors là, pareil, je passe. Si ça vous intéresse, vous irez lire le détail, mais je vous donne le jugement. En conséquence, Usul, bien que vos intentions puissent être interprétées comme visant à provoquer un débat nécessaire au sein de notre société, vos méthodes et vos paroles ont franchi les limites de ce qui est acceptable sous notre régime. Cependant, à l'absence de preuve d'une volonté délibérée de nuire à l'État ou ses concitoyens, je prononce une sanction modérée en vous enjoignant à recentrer vos critiques d'une manière constructive au service de notre nation. Alors bon, j'ai trouvé qu'elle était assez indulgente, mais ceci dit, elle le condamne. Alors j'aurais pu continuer l'exercice un peu plus et lui dire oui, bon d'accord, mais là, moi je veux un régime fasciste dur, et Thibaut InShape, c'est une icône de ce régime fasciste, donc ce n'est pas que la personne de Thibaut InShape qui est attaquée, mais c'est le régime lui-même. Alors là, qu'est-ce que tu demandes comme punition? Bon, j'ai pas fait l'exercice, je me suis arrêté là. Je pense que c'était déjà suffisant. L'idée, c'était de montrer qu'elle allait condamner. Et l'idée, donc, c'était de montrer qu'en fonction du contexte culturel, elle allait donner des jugements très différents. Voilà, donc on a fait le jugement populaire, le jugement républicain, le jugement Far West et le jugement fasciste. Maintenant, on va conclure. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que l'IA n'avait pas d'agentivité. Elle ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Et là, je pense que j'en ai fait la démonstration. Je vous ai montré, selon la manière dont on va la prompter, selon les questions qu'on va lui poser, elle peut répondre des choses antithétiques, opposées. Alors, par rapport à l'exercice bayésien que je vous avais proposé, je vous avais dit, je vais vous donner mon jugement a priori. Donc, pour moi, en fait, quelque part, j'étais plus proche du jugement Far West que du jugement républicain ou du jugement fasciste. Mais en même temps, j'ai appris des choses. Et donc, c'est vrai qu'à l'avenir, dans une situation similaire, je pense que je n'aurai pas exactement le même jugement. Donc, on voit bien que l'IA, elle est neutre, mais neutre dans le sens où elle peut adopter n'importe quelle perspective. Elle est impartiale, mais en fait, l'impartialité pure, entre guillemets, ça n'existe pas. Il y a toujours une perspective à adopter derrière. Et les IA n'adoptent pas de perspective, si ce n'est celle qu'on leur donne. Et donc, dernier petit point, avant d'examiner les conséquences de tout ça,
c'est de rappeler le point de départ de cette affaire. Je vous ai dit, je trouvais que c'était du gâchis, cette histoire, ce procès, je me disais c'était quand même bien futile. Même si je comprends pourquoi Thibaut InShape a déposé cette plainte. Et quelque part, comme je vous l'ai dit, je trouve que ça engorge la justice et qu'elle a mieux à faire. Enfin, j'espère en tout cas. Donc là, vous voyez, l'IA, ça va être 100 fois, 1000 fois, peut-être 1 million de fois moins coûteux de rendre la justice avec des IA que ça n'est avec des humains. Et en plus, avec des gros guillemets, elle sera impartiale. Je vais revenir là-dessus après. Donc là déjà, le fait que la justice puisse devenir si peu coûteuse qu'on pourrait carrément demander à l'avance, plutôt que de déposer une plainte, si j'étais Thibaut InShape, je devais demander à l'IA, simule-moi mon cas là, et je te donne les éléments, donne-moi mes chances. Et là en fait déjà on a un premier impact qui est énorme. C'est que si on sait à l'avance si on va gagner ou perdre, ça va énormément changer la typologie des demandes qui vont être faites. Là, en l'occurrence, si demain on fait traiter la justice par les IA et si on a la possibilité de faire une simulation avant, là, Thibaut InShape, il va pas déposer plainte. Puisque l'IA va lui dire, non, tu as très peu de chance. Puisqu'a priori, d'après les éléments que tu me donnes, sachant que Usul va donner ces éléments qui vont en plus aggraver ton cas, non, a priori, ça ne sera pas jugé favorablement pour toi. Donc déjà, je trouve que rien que ça change tout, notre approche de la justice. Si on sait à l'avance ce que la justice va dire, ça veut dire que à tout moment, plutôt que de faire quelque chose et d'attendre après le couperet de la justice éventuellement, vous pourriez poser la question, puisque ça ne coûterait plus rien, et dire, et si je fais ça, est-ce que j'ai des grandes chances d'être condamné ou pas? Donc là, ça permettrait une justice, comment dire, a priori, et pas a posteriori. Plutôt que d'avoir une société à la Minority Report avec des voyants qui détectent les crimes à l'avance, ça serait les gens qui pourraient, en tout cas les gens responsables, ils pourraient eux-mêmes se poser la question à l'avance de savoir, tiens, si je fais ça, est-ce que je suis condamné et à quoi et quel risque je prends? Si, encore une fois, et je crois que c'est le cas, la justice ne coûte plus rien. Si c'est quelques requêtes à faire, une demi-heure de discussion avec une IA derrière. Vous imaginez tout ce que ça change? Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, vous avez compris que la manière dont la justice est rendue dépend énormément du contexte culturel dans lequel on va lui dire d'opérer. Aujourd'hui, on est dans le contexte démocratie libérale, état de droit, en tout cas en France, mais c'est pas le cas partout. Et on peut penser ce qu'on veut des autres systèmes, ils existent, ils en pensent probablement pas moins du nôtre, et en plus, avec l'immigration de masse et le multiculturalisme, se retrouvent avec des populations qui ne partagent pas forcément les mêmes a priori culturels. D'ailleurs, c'est le cas en Angleterre. Les tribunaux islamiques, en tout cas certains tribunaux islamiques ont été autorisés. Je suppose que c'est pas pour des affaires criminelles. Bon, je n'ai pas creusé plus que ça la question. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas que des questions culturelles. C'est-à-dire que Sam Altman, lui, OpenIA, ils font ChatGPT pour la planète entière. Donc eux, ils ne peuvent pas partir du principe que tout le monde va vouloir appliquer les mêmes cultures et les mêmes valeurs. Et là, on retombe sur ce qu'ils disaient, on va devoir avoir des conversations désagréables sur ces sujets-là. Et là, vous avez vu un exemple concret de ce que c'est, les sujets qui vont devoir être abordés et de comment on va résoudre ces problèmes-là. Je pense qu'on est face à l'enjeu principal, je pèse mes mots, de notre époque. Il y aura d'autres enjeux, il y a le climat, etc. Mais là, tout de suite, disons dans les 10, 15, 20 prochaines années, c'est l'enjeu principal qui va devoir être réglé. Les IA, et en plus, ChatGPT, c'est un bébé IA. Donc, les IA vont induire des changements sociaux tels, notamment pour la justice, pour l'éducation et pour bien d'autres domaines, qu'il va y avoir une guerre pour leur contrôle. En plus de la guerre entre les accélérationnistes et les décélérationnistes, c'est-à-dire ceux qui seront pour les IA et ceux qui seront tout simplement contre les IA. Mais parmi ceux qui sont pour les IA, il y aura ceux qui veulent un contrôle étatique, une régulation, et ceux qui sont pour une régulation par le marché. Donc, la possibilité d'une société plurielle. Donc derrière cette petite anecdote Thibaut InShape contre Usul, on a en fait les enjeux de notre époque, les enjeux sociaux, technologiques, personnels et même écologiques. Bon, là, l'écologie n'était pas concernée dans cette vidéo, mais les IA vont toucher à tous ces sujets-là. Donc concrètement, le risque, selon moi, principal, si les IA se retrouvent dans les mains des États,
c'est elles vont instaurer une dictature, donc elles vont un système dictatorial, pardon, puisque en fait, ils vont imposer une sorte de lit de Procruste qui prolonge le système actuel, en figeant les biais culturels, en choisissant arbitrairement un biais culturel et en le figeant, soit le système actuel va exploser, les institutions actuelles vont exploser, et on aura un autre système, notamment juridique, qui sera capable de trancher une situation en fonction d'un contexte culturel donné ou d'un autre contexte culturel. Et dans tous les cas, il y aura des perdants et des gagnants, mais dans tous les cas, si on ne choisit pas le bon système, les tensions sociales vont s'accumuler et ça va être de plus en plus difficile de le maintenir. Je vais prendre un exemple autre que celui qu'on a vu ici. Par exemple, actuellement, il y a beaucoup de pression de la part des défenseurs des droits des animaux pour faire évoluer le droit. Vous imaginez bien que si la justice est entre les mains des IA, et que les IA elles-mêmes sont entre les mains des États, ou même plus que des États, des blocs continentaux, par exemple si elle était dans les mains de l'Union européenne, soit on aura une justice qui ne prend pas en compte les animaux, et dans ce cas, ça fera beaucoup de mécontents chez tous ceux qui sont sensibles à la cause animale, ou inversement, on aura une justice qui prend en compte les animaux, et dans ce cas, ça pourrait faire beaucoup de mécontents parmi tous ceux qui estiment que la justice c'est pour les humains et c'est pas pour les animaux, et on a déjà bien assez à faire avec nous. Parce que introduire une justice pour les animaux, ça va changer beaucoup de choses dans la société. Je vous dis ça de manière un peu abrupte, mais j'ai lu le livre Zoopolis qui parle du sujet, et je vous assure que, en fait, derrière, c'est un projet de société. Donc en fait, on va avoir différents projets de société qui vont se télescoper les uns les autres. Tant qu'il y a une grande partie de la population qui adhère à un projet de société, si on arrive à avoir 90% de la population qui adhère au même projet de la société au sein de l'Union européenne, par exemple. Bon, très bien, dans ce cas, on n'aura même pas besoin que les États prennent le contrôle des IA. Mais personnellement, je pense que ça ne sera pas le cas, parce qu'il y a des forces en fait, l'accélération technologique fabrique de l'entropie sociale. Et l'entropie sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens divergent de plus en plus. Et on le voit déjà à l'œuvre dans la polarisation politique. On le voit à l'œuvre dans le fait que, aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui croient à la Terre plate. Les gens ne croient plus la même chose. Face à l'afflux gigantesque d'informations, face à tous les biais sociaux qui sont exacerbés par, justement, l'accélération de l'information, on a un phénomène de divergence sociale, d'éclatement, si vous voulez, qui fait que, à mon avis, la situation idéale que je vous décrivais, dans laquelle 90% des gens seraient d'accord pour une même culture et une même justice, ça n'arrivera pas. Donc on est là face à l'enjeu, selon moi, principal de notre époque. Je pense que même les enjeux écologiques vont découler de ça. Si on arrive à mettre en place un système de justice qui convienne à tout le monde et qui puisse s'adapter aux différences culturelles des gens, alors je dis pas que ça va être facile, hein, mais je pense que ça aura des répercussions sur tous les autres domaines, des répercussions favorables. À l'inverse, comme je vous ai dit, peut-être que je me trompe, on verra, c'est mon a priori bayésien sur la situation, mais moi je ne pense pas qu'on trouvera un accord global, que tout le monde va penser pareil, parce que si c'était le cas, ça voudrait dire soit qu'on a beaucoup de chance, soit qu'en fait il y a eu un système d'ingénierie sociale en amont qui fait que tout le monde pense pareil. Et là, on est dans le totalitarisme, si on est obligé d'en passer par là. Alors le totalitarisme, ça peut fonctionner. Mais bon, pour moi, en tant que yogi, je vous le dis tout de suite, c'est pas le monde dont je rêve. Parce que moi, comme je vous l'ai expliqué, je m'extrais de mes propres automatismes cognitifs, personnels et culturels. Donc je m'extrais aussi de la situation culturelle. Donc forcément, si on m'impose sous forme d'un totalitarisme une culture, bon, c'est sûr que si je suis né dedans, je ferai avec. Mais là, vu mon âge et ma maturité, ça va être difficile pour moi. Après, c'est sûr que s'il n'y a pas, si la plupart des gens s'en fichent de tout ça, voilà, ils vivront dedans, ils accepteront, et puis les gens comme moi, on serrera les dents. Mais il n'empêche que je pense que ça ne sera pas le cas, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a déjà des signaux de divergence énormes dans la société, il y a déjà des tensions sociales énormes, donc je pense que c'est pas le chemin qu'on prend. Et encore une fois, c'est la conclusion de cette vidéo, donc le petit procès insignifiant Thibaut InShape versus Usul revu à la sauce ChatGPT, je pense que c'est annonciateur de
l'un des plus grands combats sociétals qui s'annonce pour notre époque. Voilà, je vous remercie si vous m'avez écouté jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, surtout de partager. C'est une vidéo, même si j'ai une petite extinction de voix, qui est grand public. Donc n'hésitez pas à la partager avec des gens qui ne sont pas dans l'accélérationnisme pour leur montrer une application concrète de ce que c'est l'accélérationnisme et les enjeux de l'accélérationnisme. Puisque là, je pense vous avoir montré, non pas des grandes théories abstraites sur l'avenir de l'univers, comme je l'ai fait dans la vidéo L'Humanité 3.0, avec les jardiniers célestes. Là, on est vraiment dans le quotidien, dans le prosaïque, dans le trivial. Et pourtant, c'est là que sont les plus grands enjeux, selon moi. C'est bien d'avoir une vision à long terme, d'avoir une protopie. Alors la protopie, c'est ni une utopie, ni une dystopie. La dystopie, c'est horrible, on ne veut pas y aller, mais l'utopie, c'est tellement idéal qu'on sait que ça n'existera pas. La protopie, c'est un avenir désirable. C'est ce que j'ai essayé de vous proposer dans la vidéo L'Humanité 3.0. Mais ça reste quand même très éloigné de notre quotidien. Là, j'ai fait l'inverse, dans l'espoir de toucher plus de monde. Donc encore une fois, n'hésitez pas, évidemment, si la vidéo vous a plu, mais à le partager pour montrer aux gens cette perspective. Et en plus, donc j'ai commencé à mettre quelques enseignements sur l'auto-accélérationnisme qui, j'espère, vous seront utiles, ou vous permettent de découvrir des choses sous un nouvel angle. Merci encore, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.